Océane FM. Océane FM. Océane FM. La radio Océane FM. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 avril 2015, bienvenue dans cette édition un peu particulière, une édition spéciale consacrée aujourd'hui à un homme dont la nomination à la tête du gouvernement et le discours de politique générale prononcé lundi dernier au Congrès font toujours débat et polémique, et c'est peu dire. Philippe Germain, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par une question toute simple, Monsieur le Président. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été élu président du 14e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ? Quels sentiments gardez-vous en mémoire ? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité. Le premier sentiment, c'est effectivement la tâche, la lourde responsabilité qui m'est confiée aujourd'hui à la tête du gouvernement, parce qu'il faut redonner confiance aux Calédoniens, leur redonner confiance dans l'avenir du pays, dans l'avenir institutionnel, leur redonner confiance dans leur modèle économique et social, dans sa capacité à évoluer, et c'est enfin redonner confiance dans la gouvernance du pays, dans les institutions, et notamment du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Certains affirment que vous êtes l'élu des indépendantistes. Que répondez-vous ? Écoutez, que c'est pas sérieux, hein. Moi je vais le dire comme ça, je n'ai pas de fil à la patte, ni avec Sarkozy, ni avec Hollande, et pas plus avec le FLNKS. Ceux qui me font ce procès d'intention, c'est surtout ceux qui ont levé le drapeau du FLNKS hier, qui ont porté à la présidence du Congrès au Roch Ouamitan. Peut-être qu'aujourd'hui, ils essaient de faire oublier leur passé en s'attaquant aux autres. Mais comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas de fil à la patte. Maintenant, sur le fond, il faut saluer l'élection qui a été faite et la décision qui a été prise par le FLNKS. C'est un acte citoyen qui s'inscrit tout à fait dans l'accord de Nouméa, puisqu'il a été porté à la tête du gouvernement. Le président représentant la mouvance non indépendantiste, le parti qui est arrivé en tête aux élections, et à la vice-présidence, le représentant de l'Union calédonienne, donc la mouvance indépendantiste. Donc on est complètement de l'accord de Nouméa. Les deux sensibilités sont représentées à la tête du gouvernement et peuvent faire fonctionner et surtout faire travailler le gouvernement. Sans contrepartie ? Il n'y a aucune contrepartie. Comment allez-vous gouverner, Philippe Germain, avec une opposition qui s'annonce déjà rude ? Et y a-t-il une méthode Germain ? Écoutez, oui, il faut rappeler, cette opposition, elle ne date pas de mon élection, elle date de la fin de l'année dernière. Je rappelle que nous avions conclu un contrat de gouvernance entre les groupes politiques non indépendantistes, avec l'UCF, avec le FPU, non pas contre nos partenaires indépendantistes, mais d'abord pour nous regrouper, pour travailler sur la sortie de l'accord de Nouméa. Ça, c'était le premier pilier. La deuxième, c'est pour redresser le pays, prendre les mesures, les réformes économiques, sociales et fiscales nécessaires au redressement du pays. Sur ces deux engagements, le Front pour l'Unité a renié ses engagements. C'est ce qui a entraîné la chute du gouvernement. Donc c'était le premier acte d'opposition du Front pour l'Unité, c'était de renier sa signature et de ne pas engager les réformes qui avaient été prévues ou les discussions qui avaient été prévues. La suite, ça a été de tenter de bloquer le gouvernement. Ça a marché pendant plus de 100 jours. Le gouvernement n'a pas pu fonctionner normalement. Il a été réduit à la gestion des affaires courantes. Et maintenant, toujours dans la même poursuite de la même stratégie, c'est d'empêcher la mise en marche du nouveau gouvernement. Moi, pour ma part, je ferai en sorte d'appliquer la déclaration de politique générale, de préparer les réformes qui sont liées aux engagements qui ont été pris, qui sont d'ailleurs issus de l'ensemble des membres du gouvernement. Et puis on verra au gouvernement et au Congrès, chacun devra prendre ses responsabilités. En tout cas, moi, je m'efforcerai de trouver les équilibres à travers la collégialité pour que les réformes obtiennent une majorité au gouvernement et au Congrès. C'est ce qu'on appelle une méthode. Ce sera votre méthode. Si on veut, oui, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Isabelle Chamorro pour l'UCF et Grégoire Bernu pour le Rassemblement affirment que contrairement aux usages, votre déclaration de politique générale n'a pas été préparée en collaboration avec les élus FPU et UCF du gouvernement et qu'ils ont été volontairement exclus. C'est vrai ? Oui, c'est toujours le même procès d'intention.
Bien sûr que c'est faux. D'abord, la répartition des secteurs. Qu'est-ce que j'avais proposé? C'est de reconduire à l'identique les secteurs qui avaient été distribués sous le gouvernement Lijard en 2014. J'ai proposé en disant, on est les mêmes membres du gouvernement, on a déjà négocié les secteurs, on est déjà tombé d'accord, il faut les reconduire. Le seul secteur qui a bougé, c'est celui de la santé que Bernard Deladrière n'a pas voulu. C'est tout. Sinon, on a reconduit les secteurs à l'identique. Donc là, premier procès d'intention disant la collégialité ne fonctionne pas, c'est faux, c'est un mensonge. Deuxième procès d'intention, c'est de dire j'ai pas respecté la collégialité pour le discours de politique générale. Là encore, c'est faux. Je vous l'explique. J'ai demandé dès mon élection que chacun me produise ses contributions pour le discours de politique générale, en lui disant, vous les avez, elles sont faites puisque vous les avez déjà fournies à l'époque à Cynthia Lijard. Merci de me les adresser en y rajoutant, le cas échéant, quelques éléments supplémentaires. Je les ai reçus, je les ai pris en compte, je leur ai envoyé le discours de politique générale. Certains m'ont fait des commentaires que j'ai pris en compte et j'ai rien fait de moins que ce qu'en avait fait Cynthia Lijard en 2014 et qui n'a soulevé aucune difficulté. Je n'ai rien fait de moins. On n'a pas fait plus de collégialité, de discussion. Ça a été exactement la même procédure. Philippe Germain, en quoi votre politique sera-t-elle différente, voire en rupture, de celle menée par vos prédécesseurs? Et si oui, sur quel front? Écoutez, il y a plusieurs fronts. Je vais commencer par la gouvernance. Je crois que les Calédoniens, vous l'avez dit, ont un problème de confiance avec leur politique. Il faut qu'on retrouve l'exemplarité, que l'on réduise la dépense publique, qu'on réduise les frais de représentation, de fonctionnement, de cocktail, de communication, de déplacement. Ça, je m'y suis engagé. J'ai commencé déjà à le faire et à donner les premières consignes. Il faut qu'on soit plus économe, plus attentif avec les deniers publics. Il faut en parallèle évaluer nos politiques publiques. On met des politiques publiques, il faut regarder la performance, toujours avec le souci de l'économie. Enfin, il faut moderniser et simplifier nos procédures administratives. Ça passe par la dématérialisation, échanger avec les usagers par Internet, leur faciliter l'accès aux services de l'administration. C'est le troisième axe, c'est celui de la simplification administrative. Ensuite, dans les grands dossiers, c'est forcément la jeunesse. La jeunesse, c'est notre avenir, c'est elle qui sera demain aux commandes, c'est elle qui dirigera le pays, c'est elle qui fera tourner l'économie du pays. Il faut donc lui donner toutes les chances. Ça commence forcément par l'école. Aujourd'hui, on a toutes les compétences en matière d'enseignement. Il faut adapter notre dispositif, notre fonctionnement en fonction de nos spécificités. La culture calédonienne, c'est les spécificités. C'est ce qu'on a appelé le projet de l'école, le projet éducatif pour, en fonction des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, pouvoir réduire l'échec scolaire sur les générations à venir. C'est ensuite le service civique, c'est la passerelle entre l'école et l'action économique, c'est donner la possibilité à chaque jeune de rentrer dans la vie active, de devenir un homme ou une femme, et on est en train de construire ce service civique. Enfin, il faut continuer à accompagner par la formation professionnelle les jeunes, notamment ceux qui ont été en échec scolaire, et puis surtout l'orienter vers l'intégration dans les entreprises. On sait qu'une fois qu'un salarié a décroché un emploi, c'est souvent là où il a besoin de formation, qu'on l'aide pour progresser sur l'échelle sociale, pour progresser dans sa carrière. Il faut d'abord lui permettre de rentrer dans l'entreprise. Excusez-moi, Philippe Germain, mais sur ce sujet jeunesse, vous avez les moyens de cette politique ? Je parle des moyens financiers parce que la jeunesse fait toujours partie des discours, mais là... Mais un projet éducatif, ça ne coûtera pas plus cher que ça ne coûte aujourd'hui. Il faut simplement adapter nos pratiques, nos méthodes, notre façon d'enseigner avec les spécificités locales. C'est modifier, corriger, améliorer, ça coûte pas cher.
Et puis, on a un budget global, il faut prioriser la dépense. Si on doit la tourner un peu plus sur la jeunesse que par rapport à d'autres actions, c'est ce qu'on devra faire. Tout ça doit être, bien entendu, étudié. Mais ce que je vous dis, ça ne coûte pas d'argent. La formation professionnelle, on a déjà des budgets qui sont conséquents. Il faut les orienter, les rendre plus efficaces. Donc ça, c'est la jeunesse. Autre dossier important sur lesquels vous allez travailler, la fonction publique ? La fonction publique, je vous en ai parlé, hein, c'est au travers de la gouvernance. Bien sûr, il y a la grande réforme de la fonction publique ailleurs. Il y a le côté technique, c'est un statut qui est très ancien, c'est des statuts différents, c'est des grilles de salaire différentes. Il faut harmoniser, il faut que ce soit plus juste, que tous les agents de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou des communes se sentent traités avec la même équité et qu'ils y trouvent toute la motivation nécessaire. C'est bien entendu, je parlais tout à l'heure de la simplification administrative. La simplification administrative, ça s'adresse aux usagers, mais aussi aux agents. On peut supprimer un certain nombre de tâches qui sont pas forcément très enrichissantes par l'ordinateur, l'informatique, c'est fait pour ça. Et puis, je pense qu'il faut que nous faisions évoluer notre système pour que c'est la fonction publique qui met en œuvre toutes nos politiques publiques. Il faut qu'ils y participent plus, qu'on partage plus avec eux, qu'ils aient confiance également dans les projets politiques qui sont portés par le gouvernement, puisqu'ils sont à la manœuvre pour mettre ces politiques publiques. Donc il faut qu'ils les comprennent, il faut qu'ils y adhèrent, il faut qu'ils les portent, il faut qu'ils participent à la construction à leur place aux différents projets que nous portons. En matière économique et sociale, qu'est-ce qui va changer, Philippe Germain ? On vous attend sur ce terrain. Hein. Oui, il faut d'abord restaurer la confiance. Ça, c'est essentiel, puisqu'on voit bien qu'elle s'est dégradée. On a battu des records fin 2013 en termes de confiance. Il faut relancer l'investissement. Aujourd'hui, on a un système de dispositif, de défiscalisation à la fois local et un dispositif de défiscalisation nationale qui sont au terme de leurs échéances. Donc il faut les renouveler, les reconduire dans le temps. Je proposerai au Congrès de prolonger le dispositif d'incitation locale à l'investissement jusqu'en 2022. Son terme était 2015, donc de le repousser à 2022 pour donner de la lisibilité aux acteurs économiques. Je proposerai à cette occasion, et nous interviendrons auprès de l'État pour leur demander d'en faire de même, de proroger leur dispositif de défiscalisation au moins au-delà de 2020, si possible jusqu'à 2022. C'est également de proroger le dispositif d'incitation à la construction de logements intermédiaires. On en a besoin en termes de logement de manière globale, on a besoin pour la classe moyenne de lui permettre d'accéder au logement, là également de le repousser de quelques années pour qu'on continue à produire des logements. Ce premier outil, sur les 2 premières années, a permis de créer 1000 nouveaux logements à destination de la classe moyenne. Il faut poursuivre encore quelques années cet effort. C'est bien entendu lutter, je vais l'appeler comme ça, lutter contre la cherté de vie à travers la compétitivité. Jusqu'à présent, on a abordé la question de la cherté de vie par la réglementation des prix. Il fallait le faire dans l'urgence, etc. Maintenant, il faut qu'on travaille sur le fond, c'est-à-dire la compétitivité de notre économie, la compétitivité de nos filières, la compétitivité de nos entreprises. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité ? Pour le faire simplement, le prix, c'est le résultat de l'addition de tous les coûts de l'entreprise, plus la partie bénéfice ou rentabilité. Or, la grande partie reste les coûts. Il faut qu'on travaille sur l'ensemble des coûts pour réduire la marge et donc les prix. C'est un chantier qui va être ouvert sur toute l'année, en commençant par les principales
postes de dépenses des ménages, c'est-à-dire d'abord l'alimentaire et les produits de grande consommation. C'est ensuite la construction et le logement, les le loyers, coût de la construction, de logement, des loyers, tout ce qui intervient dans cette partie-là. Et c'est enfin tout ce qui relève du transport, de l'automobile, les assurances, le coût du carburant, etc. Pour qu'on travaille filière par filière en se fixant des objectifs de baisse des prix à l'arrivée et en regardant l'ensemble de la filière, chaque acteur, aussi bien au niveau de la politique publique, de l'environnement économique, réglementaire de la filière, et puis les relations entre les acteurs économiques, le nombre d'intermédiaires, et enfin la compétitivité au sein de chaque entreprise, le management, mais c'est aussi le coût du travail et la productivité du travail. Une dernière question, Philippe Germain. Qu'avez-vous envie de dire, même si vous le faites depuis plusieurs minutes, qu'avez-vous envie de dire aux Calédoniens pour leur redonner envie d'espérer ? Eh bien... Je m'excuse, je voudrais juste compléter ma question, parce que, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que le climat politique chez vous, les loyalistes, pose question. Mais on dénonce. Il faut travailler. Moi, je demanderai aux Calédoniens de me juger dans quelques mois ou dans quelques années. C'est-à-dire qu'on est un gouvernement. Mon objectif, c'est pour ça qu'on a fait les choses rapidement, c'est de se mettre au travail, mettre les réformes qu'on a en place, redonner confiance, voir que la classe politique, ce n'est pas que des promesses, qu'on va tenir les engagements qu'on a pris. On a fait l'économie, mais il y a la partie sociale. On a parlé du logement, le logement social qui doit être relancé. On a parlé de la défiscalisation, soit sur le logement intermédiaire ou sur le logement social. Là, c'est la partie nationale. C'est la réforme de l'impôt sur le revenu des particuliers qui doit être réformée pour redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne. C'est un engagement qu'on avait pris dans l'agenda économique et social qui doit intervenir dès cette année pour que ça s'applique l'année prochaine. Donc là, on le fera pour redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Il faut qu'on adopte le régime des retraites des indépendants. Aujourd'hui, on a des agriculteurs, on a des professions libérales, beaucoup de gens qui n'ont pas de retraite complémentaire. Et c'est enfin la couverture de la santé obligatoire, la complémentaire santé, comme on l'appelle, pour que tout le monde ait un égal accès à la santé. Mais le message, on pourrait développer les 50 ou les 60 mesures qui sont relativement urgentes à prendre. Mais c'est de dire aux Calédoniens qu'on va se mettre au travail et qu'ils peuvent compter sur moi pour faire fonctionner le gouvernement et faire un gouvernement qui soit au travail et qui soit économe et qui soit attentif à la dépense de l'argent public. Il ne nous appartient pas, c'est l'impôt des Calédoniens. On se doit d'être très économe et c'est comme ça qu'on redonnera confiance aux Calédoniens. C'est faire ce qu'on a dit, c'est être raisonnable avec la dépense publique et se mettre au travail. Je crois que c'est ce que les Calédoniens attendent de nous et c'est ce que je m'efforcerai de faire dans mon mandat. Et bien sûr, vous serez jugé là-dessus. Oui, exactement. Peut-être un petit mot sur l'environnement ? Sur l'environnement, oui. L'engagement qu'on a pris, c'est d'ici 2025 organiser la transition énergétique. Ça veut dire doubler notre production d'énergie renouvelable, aussi bien dans la distribution publique, mais également les particuliers. Il faut associer les particuliers. On est dans un pays où il y a du soleil. Il faut donc aider les ménages à s'équiper de chauffe-eau solaire pour la production d'eau chaude, mais également de photovoltaïque pour qu'ils soient producteurs de leur consommation. Bien entendu, une politique également pour favoriser tous les équipements peu consommateurs d'énergie. Voilà, c'est un vaste programme. Il faudra également s'occuper de la réglementation sur l'eau et sur l'air. Je rappelle aujourd'hui qu'il y a encore de trop nombreuses communes, la grande majorité, qui déversent les eaux usées dans la mer. Il va falloir qu'on s'attelle à ce dossier important. Et puis sur l'air, la même chose. Il faut qu'on soit attentif à notre pollution pour protéger les Calédoniens d'abord et puis, bien entendu, protéger notre environnement enfin. Justement, je rebondis sur l'environnement. On ne peut pas se quitter sans un petit mot sur la mine ? Oui, sur la mine...
Je ne sais pas si ça relève de l'environnement, en tout cas. Si ce n'est pas... Oui, sur la mine, là-dessus, on est très très clair. On n'a pas évolué. La position est connue. Il y a même des discussions qui sont organisées au commissariat suite à la demande des comités de signataires. C'est adopter une stratégie minière. Une stratégie EPI. Oui, une stratégie EPI. L'ensemble des Calédoniens, me semble-t-il, souhaitent qu'on valorise mieux notre minerai en Nouvelle-Calédonie, que les retombées de la première richesse du territoire, qui est le nickel, profitent plus à la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont sur la table, qui ont été soit posés par l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa explique que la Nouvelle-Calédonie devra disposer de tous ces outils de développement et qu'à chaque fois que l'État est propriétaire directement ou indirectement d'un outil, il le transférera à la Nouvelle-Calédonie. C'est le protocole de Bercy de 98, suite au préalable minier qui avait été le préalable avant la signature de l'accord de Nouméa, c'est de dire il faut qu'on traite de la gouvernance de la SLN. Donc aujourd'hui, c'est encore sur la table. C'est comment la Nouvelle-Calédonie est mieux associée à la gouvernance de la SLN, son actionnariat. Mais quand on parle d'actionnariat de la SLN, on parle de l'actionnariat global de la Nouvelle-Calédonie. Comment nous, les Calédoniens, on accorde, on participe mieux à la gouvernance de ces outils. Donc après, c'est très technique. La STCPI, aujourd'hui, elle est présidée de droit par la province Nord. Il faut faire évoluer cette question, si ça doit être une gouvernance à l'échelle du pays, avec par exemple une présidence tournante. C'est également la répartition des bénéfices issus de la mine, qui sont pour l'instant défavorables à la province Sud et particulièrement favorables à la province Nord-Île. Ben, là aussi, il va falloir rediscuter de cette question pour que les dividendes soient mieux répartis ou plus équitablement répartis. C'est la question des exportations de nickel. Alors c'est une question devant nous, hein, il ne s'agit pas d'agir demain matin, oui, mais d'avoir un horizon. C'est comment mieux valoriser. On a des modèles qui se côtoient, ils doivent être posés sur la table. On a un modèle intégré, c'est celui de la SLN, on exploite la mine et on transforme. C'est là où on a le maximum de valeur ajoutée, de richesse créée. On a un autre modèle qui est celui de l'exportation de minerais, et là on a juste la part de richesse qui nous revient par l'exploitation de la mine, mais on perd celle de la transformation. Et puis on a un nouveau modèle qui est un modèle offshore, comme il est appelé, c'est on exploite la mine en Nouvelle-Calédonie et on transforme nous-mêmes à l'étranger, en l'occurrence en Corée, notre minerai. On est majoritaire dans cette société et donc on a également les dividendes et la richesse créée par la transformation. Voilà les trois modèles qui sont posés, c'est à la discussion et il faut qu'on mette une stratégie, qu'on tombe d'accord sur cette stratégie pour faire en sorte qu'on la partage tous et surtout qu'elle favorise les retombées économiques à travers l'emploi, c'est certain, mais également fiscale à travers l'instauration d'une redevance nickel à l'extraction. Hein. Le nickel est une matière première non renouvelable, donc c'est normal qu'on prélève quelque chose, qu'elle soit payée comme n'importe quelle matière première, avec un taux, bien entendu, de redevance qui soit adapté au cours pour ne pas amputer la compétitivité des entreprises, mais que le fait de prendre cette richesse permette à la collectivité d'avoir un retour. Voilà, il y a énormément de sujets sur la mine. Bien entendu, si on parle de cette redevance, c'est la conserver pour ce qu'on appelle les générations futures, le fonds pour les générations futures, un fonds pour les générations futures qui doit être de l'épargne intergénérationnelle, une épargne que l'on garde pour les générations futures. C'est une autre partie qui doit servir à développer des activités, des filières alternatives au nickel pour justement les générations futures, développer de nouvelles filières, hein, ce qu'on appelle les filières durables,
qui prendront le moment venu le relais de la mine. Et puis, il faut en garder une partie. En tout cas, c'est ce que je propose. C'est pour aider les communes minières, celles qui accueillent l'exploitation minière et qui ont subi les conséquences de l'exploitation minière, notamment sur leur environnement, et de pouvoir réparer d'abord leur environnement et puis ensuite développer aussi des activités économiques. Philippe Germain, merci de vos commentaires, de vos explications. Je rappelle que vous êtes le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et que vous avez bien sûr micro ouvert à Radio Océane. On se retrouve pour d'autres infos à 17h pour le journal. Vous revenez quand vous voulez. Salut. Je vous remercie. Le journal.